Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'animer cette première interview croisée avec deux personnes que j'ai plaisir à accueillir ici. Mario Petracchi, qui va représenter la maison BNP Paribas Asset Management, et Damien Brech, qui représente Esper Conseil, qui est un conseiller en gestion de patrimoine. Donc l'idée de cette interview croisée, c'est d'échanger sur un fonds en particulier. Là, on va principalement parler d'Aqua, et on aura l'avis à la fois du gérant côté technique et l'avis du praticien, le CGPI. Donc Mario, on connaît BNP, c'est plus de 500 milliards d'euros d'actifs. BNP Paribas Asset Management. Pardon, BNP Paribas Asset Management, bien sûr. Mais vis-à-vis des CGP, comment ça fonctionne? Quelle est la politique de BNP Paribas Asset Management au profit de ce marché des conseillers en gestion de patrimoine? On travaille depuis une bonne douzaine d'années avec des CGP et on fait référencer nos fonds sur à peu près toutes les plateformes, sachant que comme on a une offre très large, l'idée est de concentrer en fait les fonds référencés sur 4 ou 5 fonds phares qui sont non seulement les meilleurs de notre gamme, mais aussi ceux qui sont les plus différenciants par rapport à la concurrence. Et donc on verra que BNP Donc on parlera de BNP Paribas Aqua, qui a notre fonds phare vis-à-vis des CGP, de même que comme gestion Convertible Europe, par exemple, Parvest Diversified Dynamic ou les petites capitalisations européennes, entre autres. D'accord, très bien. Donc on fera effectivement un focus sur un produit sur lequel il y a beaucoup de conviction. Damien, quelques mots sur Esper Conseil. Donc c'est un cabinet dans lequel tu exerces depuis 2013, je crois, qui gère à peu près 15 millions d'euros. Donc quelle est la philosophie de ce cabinet? Esper Conseil, en fait, c'est un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale, avant tout. On accompagne beaucoup le chef d'entreprise, aussi bien pendant la vie de l'entreprise, où on s'assure que son lieu de travail ne va pas disparaître s'il lui arrive quoi que ce soit, mais on l'accompagne aussi jusqu'à la transmission de l'entreprise. Vraiment, on travaille main dans la main, en conseil avant tout, et le placement, en fait, s'avère être une composante au final du conseil pour le chef d'entreprise. D'accord. Et on a le plaisir, chez Ageas Patrimoine, de te compter parmi nos partenaires favoris, et je t'en remercie. Mario, donc, si on revient sur le fonds Aqua, quelle est l'origine de ce fonds? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode qui est de dire finalement il faut être sur tout ce qui est environnemental, de près ou de loin, ça fait bien dans la gamme? Alors, ça fait 10 ans qu'on l'a créé pratiquement, ça fera 10 ans à la fin de l'année, donc ce n'est pas un effet de mode. En fait, on a un partenariat avec une société de gestion qui s'appelle Impax, qui est basée à Londres et dans laquelle on a pris une participation il y a pratiquement une dizaine d'années maintenant. Les gens d'Impax sont des spécialistes de la gestion environnementale. Et ils travaillent sur des thématiques telles que le traitement des déchets, l'eau, tout ce qui est énergie renouvelable et efficience énergétique. Ce sont des vrais professionnels. Ils ont exercé par ailleurs avant dans l'industrie, avant d'arriver à la gestion d'actifs. Dans un premier temps, on a pris une participation dans cette société, on a eu un partenariat avec eux. Et dans un deuxième temps, avec Cardiff, dans le cadre de l'orientation, la démarche socialement responsable de leur fonds général, on a décidé ensemble de créer BNP Paribas Aqua, qui serait un fonds investi sur toutes les thématiques qui tournent autour de l'eau, différents types d'industries. Donc c'est toute la chaîne de valeur, en fait, du traitement de l'eau à le traitement, tout ce qui est testing aussi, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est adduction, etc. Enfin, toutes les techniques liées à l'eau. Et d'avoir une orientation qui serait complètement mondiale, donc c'est un fonds monde, avec des petites, des grandes et des moyennes capitalisations. D'accord, on va revenir en détail sur ce fonds-là. Damien, quelle est la sensibilité finalement des clients à un fonds Aqua ou à l'environnement en règle générale? Est-ce que tu as senti une évolution dans cette sensibilité ou cette appétence, ou bien est-ce qu'il faut révéler ça chez les clients? Alors, d'une manière générale, la façon dont nous on fonctionne, c'est qu'on va apporter le conseil et le client ne sait pas forcément vers quoi investir, vers où investir. Et du coup, moi, mon métier, c'est de lui apporter des idées, des thématiques. Maintenant, c'est vrai que je vois de plus en plus ce besoin du client d'investir dans quelque chose qui a du sens. Si on lui dit, on va investir dans tel fonds qui fait un peu de tout, bon, il va être d'accord parce que c'est nous qui lui proposons, on est force de proposition. Mais si on arrive en lui disant, voilà, là, il y a une thématique, on pense qu'elle a de la valeur, on pense que c'est une thématique qui va durer dans les années à venir, et notamment sur le thème de l'eau. Quand on arrive en disant, bah voilà, si je vous parle de l'eau, est-ce que ça vous parle? Oui, j'ai vu une émission, j'ai vu un truc. Donc les gens sont assez sensibles, et de plus en plus sensibles, à ces thématiques précises.
Et j'aurais même envie de dire qu'une thématique de l'eau va plus leur parler qu'une thématique de robotique, par exemple. D'accord, très bien. Et donc là, si on revient sur cette thématique, dont on voit qu'il y a à la fois un intérêt côté gérant et une appétence en termes de choix côté client, donc quelle est la philosophie ou quel est le process de gestion que vous employez chez BNP PAM pour gérer ce fonds? Alors la philosophie de la thématique, elle est très simple, c'est que on part d'un constat, il y a des besoins considérables en termes d'investissement pour donner une qualité à l'intégralité des populations dans le monde. D'où justement cette vision monde des choses. Voilà. Hein. Et on considère que les investissements nécessaires sont de l'ordre de 900 milliards de dollars par an. Donc c'est ça ne me considérable. parle pas trop, là, 900 milliards de dollars, voilà, C'est énorme. important. Par exemple, l'équipement d'un pays de type la France, c'est quoi le PIB de la France, c'est de l'ordre de 2200 Oui. milliards d'euros. Donc c'est considérable. D'accord. Voilà. On va dire que ça fait pratiquement les 3/4 du PIB de la France. D'accord. Par an. Et cet équipement en eau s'étend dans des pays occidentaux, dans des pays avancés ou dans des C'est pays à la en fois dans des développement pays occidentaux, là où les infrastructures sont abîmées, elles Voilà, méritent on parle d'être souvent de New entretenues, York, réparées, ou bien etc. On parle de New York et de Londres où on sait qu'il y a 25% de l'eau acheminée dans les villes qui est perdue. Ouais. Rome, on s'en est aperçu cet été parce qu'il y a eu des pénuries d'eau à Rome, c'est 45%. C'est Donc énorme. la demande de travaux est considérable. Alors non seulement il faut faire les travaux, il faut aussi identifier les fuites. C'est pas la peine d'ouvrir des kilomètres de route si on a des systèmes qui permettent sur le trottoir déjà de savoir où l'eau coule, par exemple. Il faut réparer, il faut changer des canalisations avec des matériaux qui sont d'une technologie toujours plus avancée, des pompes, des valves, etc. Il faut des usines de plus en plus sophistiquées pour traiter l'eau, pour l'assainir dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant. Alors ça, c'est tout ce qui se passe dans les pays développés. Dans les pays émergents, on est là porté par l'urbanisation croissante liée à des facteurs démographiques. Et là, pour le coup, on ne répare pas, mais on construit. Et là, vous êtes lié à la politique en matière d'infrastructure ou politique budgétaire des États ou vous êtes directement avec les entreprises privées? Alors, on investit dans des entreprises privées. Oui. Il est clair qu'une bonne partie des commandes viennent de commandes publiques, mais des commandes publiques qui doivent être faites. À un moment, quand il y a des arbitrages et qu'on sait qu'il y a des risques sanitaires majeurs, les pouvoirs publics, c'est là qu'ils vont devoir investir. D'accord, très bien. Donc ça, c'est la philosophie générale. Enfin, le point de départ, c'est besoin d'investissements considérables. Alors là, on a parlé de l'urbanisation, on a parlé de l'acheminement des eaux dans les villes. 70% de l'eau consommée dans le monde, elle est consommée par l'agriculture. D'accord. Donc là aussi, tout ce qui est irrigation est fondamental, d'autant qu'on parle d'urbanisation, d'augmentation du niveau de vie dans les pays émergents, parce que la consommation de viande augmente. Qui dit consommation de viande dit nourriture pour les animaux, dit eau. dit eau. Donc là-dessus, donc besoin considérable. Voilà. Et à partir de là, on identifie quelles sont les opportunités d'investissement, quelles sont les entreprises qui vont contribuer sur une base mondiale à apporter cette eau de qualité aux populations ou à irriguer de façon plus intelligente. Et qui le fait dans ce process? Vous avez des équipes qui sont spécialisées là-dessus, qui sont dans le Oui, monde oui, entier, qui jouent les Globetrotters? Alors, on a une trentaine de gérants chez Impax. Impax, qui est notre société basée à Londres, qui a des équipes aux États-Unis et en Asie. Puisque dès le moment où à peu près 40% du portefeuille est composé de mid-cap et 10% de small-cap, pour travailler sur ces entreprises. Ça, c'est un driver, ça? C'est 40% de mid-cap? C'est là qu'est la croissance. D'accord. En fait, on se rend compte que finalement, un des drivers de performance, c'est aussi la thématique des fusions-acquisitions. Lorsqu'une grande entreprise rachète une entreprise de taille plus petite, il est clair que l'entreprise de taille plus petite, pour la connaître, il faut être sur le terrain. Donc c'est plus facile quand on investit sur des entreprises américaines d'avoir un bureau à New York ou à Portland, et quand on investit en Asie, d'avoir des gens qui sont à Hong Kong. Et donc le fonds aujourd'hui est composé de combien de lignes à peu près? Une cinquantaine de lignes. Là aussi, c'est un driver, c'est une sorte de cahier des charges que vous êtes donné? Alors, on se dit que ce n'est pas la peine de faire de la surdiversification dans ce fonds. Et l'idée, c'est d'aller chercher les meilleures opportunités d'investissement à un instant T. Peut-être que si le fonds augmente de taille de façon considérable, on aura peut-être plus de lignes en portefeuille. Mais pour l'instant, en fait, c'est un critère qu'on s'est donné. D'accord. Donc, opportunités d'investissement qui se traduisent comment en matière d'opportunités de placement? Comment est-ce que ce fonds, tu l'utilises dans tes allocations et quels sont les arguments que tu fais valoir?
Alors déjà, je pense qu'il faut revenir un peu à la jeunesse, comment je l'ai choisi moi ce fonds. Déjà c'est un fonds qui a un véritable historique. Ça va faire 10 ans qu'il existe, un fonds qui est là depuis quasiment 10 ans, c'est un fonds qui a passé des cycles, qui a fait ses preuves, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une composante small et mid cap importante. On sait que dans la durée, les small et mid cap ont tendance à surperformer les large cap. Et tu sais de quoi tu parles, puisque tu as travaillé dans des salles également auparavant, je crois. Oui, en allocation d'actifs, effectivement, sur du fonds de fonds. Et ce qui m'amène justement au point suivant, c'est que j'ai constaté par le passé que les fonds spécialistes sectoriels, donc là en l'occurrence l'eau, dans le temps, génèrent un alpha qui est largement supérieur aux fonds généralistes. Le truc, c'est que pour avoir cet alpha, il faut être prêt à rester plus longtemps parce que les cycles sectoriels ne sont pas forcément les mêmes que les cycles économiques. Et du coup, ce fonds-là, pour moi, a sa place dans une allocation long terme. Par exemple, je l'utilise sur mes PERP, les plans d'épargne retraite populaires. Pour moi, le fonds BNP Aqua, ça représente 20% de mon allocation de base en unité de compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 5 ans de la retraite, je ne vais pas lui mettre 100%. En effet, sur un PERP, ce qu'on appelle les produits à sortie tunnel, on connaît la date de sortie probable, à quelque chose près. Et donc, effectivement, on peut travailler davantage sur les allocations. Très bien. Voilà. 20%, tu disais ? Voilà, j'ai 5 fonds. Et donc, il y en a un, c'est BNP Aqua, pour avoir justement cette approche sectorielle spécifique, parce que le thème de l'eau est un thème qui est clairement... Mais justement, dans ces allocations donc, cibles et plutôt de long terme, tu fais cohabiter en quelque sorte ce fonds avec quel autre type de gestion Alors, il va y avoir des fonds qui vont être là de manière plus opportuniste. C'est-à-dire que BNP Aqua, pour moi, c'est un fonds qui doit rester quelque part jusqu'au bout, parce qu'on va générer de la valeur. Les autres fonds que j'ai choisis, d'ailleurs c'est en partenariat avec les équipes d'AGEAS pour le coup, puisque moi j'avais sélectionné 6 ou 7 fonds différents. J'ai demandé leur aide aux équipes marketing d'AGEAS qui, avec leurs outils, m'ont fait ressortir effectivement une allocation plus spécifique, plus précise. Je voulais 5 fonds, 20% par fonds, parce que justement, la surdiversification, quand on est sur du long terme, ça n'a pas forcément de valeur, et que les 5 fonds sont eux-mêmes déjà diversifiés. Donc dedans, il y a de la small cap, il y a des actifs réels, enfin un fonds qui investit dans des actifs plus réels. Il y a un fonds qui fait plutôt de l'allocation obligataire devise assez agressive. Et donc, il y a BNP Aqua qui fait du sectoriel, qui lui est censé rester vraiment longtemps, parce qu'il a une vraie valeur ajoutée sur cette allocation. Et pareillement, si on a un contrat d'assurance vie pour un enfant qui est petit, qui a 4-5 ans, on se dit allez hop, on lui en ouvre un sur du long terme, typiquement un fonds sectoriel comme BNP Aqua a tout à fait sa place, parce qu'on y est pour longtemps et que c'est vraiment dans la durée que ces fonds-là apportent leur qualité supplémentaire. Parlons performance maintenant. Tu as parlé un petit peu déjà des moteurs de performance, donc small cap, mid cap, etc. Diversification monde, mais ça marche à quoi le fonds à quoi Ça marche à l'eau. Très bien. Tu as trouvé la pierre philosophale, le moteur à l'eau. En fait, depuis le lancement, on est à peu près à 14% de performance annualisée par rapport à un indice mondial qui est le MSCI World, qui est probablement l'indice le plus difficile à battre, qui se situe aux alentours de 9%. Donc on est assez nettement au-dessus de l'indice mondial, sachant que ce fonds a des biais sectoriels qui sont assez clairs. En pratique, je dirais il y a des biais en creux. C'est qu'on investit dans des valeurs industrielles ou dans des valeurs technologiques, mais dans le portefeuille, on n'aura pas de valeurs financières, par exemple, qui sont un poids lourd de tous les indices. On n'aura pas de valeurs pétrolières, qui sont aussi un poids lourd des indices. On n'aura pas de valeurs télécom. Donc quand on regarde ça, il est clair que dans certaines périodes, on peut très bien avoir du retard par rapport à l'indice. Lorsque M. Trump arrive à la Maison-Blanche, les valeurs financières s'envolent. Une valeur comme Goldman Sachs, en quelques semaines, croît de 36%. Quand on n'a pas ce type de valeur dans le portefeuille, on reste un peu à la traîne. Maintenant, notre conviction, c'est qu'à moyen-long terme, la thématique de l'eau, qui est porteuse, avec dans le portefeuille des entreprises dont la croissance du chiffre d'affaires est de entre 6 et 12%, sera porteuse.
D'accord. Et la volatilité du fonds, de façon historique, c'est quoi? La volatilité, elle est... alors de façon historique, ça ne veut pas dire grand-chose parce que depuis 3-4 ans, il n'y a pratiquement plus de vol dans le marché. Donc si je te dis c'est 11%, ça ne veut rien dire. On a une volatilité qui est légèrement inférieure à celle de l'indice mondial. Mais en ce moment, s'exprimer en volatilité depuis ce qu'on a vécu il y a 3-4 ans, ça n'a pas tellement de sens. En revanche, on a un pilotage du risque en continu, première chose. Et deuxième chose, ce qui est aussi important, c'est que le thème est beau. Toutes les valeurs peuvent être très belles. Le problème des valeurs, c'est que même les plus belles valeurs, ce n'est pas forcément des bonnes affaires si on les achète trop cher. Et qu'on a aujourd'hui un système qui permet de contrôler les prix d'achat et de contrôler les prix cibles, ce qui fait qu'en termes de valorisation, on a fait depuis 4 ou 5 ans beaucoup de progrès en termes de recherche et d'efficience dans notre processus d'investissement. Et l'idée qu'on va générer de la performance en achetant les valeurs lorsqu'elles ne sont pas trop chères et en les revendant quand on pense qu'elles ont atteint un prix cible. D'accord. Donc en effet, on comprend la pertinence et la permanence, j'allais dire, de cette performance. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'investissement qui fait sens, donc les clients achètent davantage justement cette notion de sens dans l'investissement ou la notion de performance que vient d'évoquer Mario? Je pense que quand on arrive à lier sens et performance, c'est beau. Non, mais c'est exactement ça. C'est que il y a encore quelques années, quand l'investissement ISR est apparu, tout le monde voulait créer des fonds ISR, et en fait, on se rendait compte que ça n'apportait pas de valeur supplémentaire par rapport à un fonds classique en termes de performance. Donc oui, les gens étaient prêts à investir dans du sens, mais quand ils voyaient que leur investissement générait moitié moins que par rapport à un investissement qui avait moins de sens, ils se posaient la question, et au final, les fonds ISR, il y en a eu beaucoup qui sont nés, et il y en a pas mal qui ont disparu. Et là, on est en train de revenir un peu sur la thématique de je veux investir, je veux que ça ait du sens, sauf que maintenant, les sociétés de gestion ont compris comment mettre en place ces fonds qui ont du sens et générer de la performance en même temps. Les fonds thématiques en sont un exemple. Les fonds sectoriels, clairement, sont un exemple, mais il y a de plus en plus maintenant de sociétés de gestion qui font basculer un peu leur allocation, qui obtiennent le label ISR, et on se rend compte que leur performance est toujours là. Donc quand on arrive à allier les deux, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et c'est vrai que le client est de plus en plus sensible à l'investissement avec du sens. En effet, on le constate de plus en plus, avec de plus en plus de fonds et de perception de ce sens dans l'allocation et dans l'investissement au sens général. Pour conclure, Mario, si on devait extraire 3 arguments, je sais que c'est toujours difficile, mais 3 arguments force du produit BNP Aqua. Le premier, c'est la force de la thématique. La force de la thématique qui est portée par la nécessité absolue d'investir dans les infrastructures de l'eau. Puisque, alors je ne te rappelle pas tous les arguments, mais l'eau c'est la vie et il ne peut pas y avoir d'activité humaine sans eau. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apporter une vraie diversification dans un portefeuille. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des portefeuilles des clients de nos clients sont encore majoritairement investis sur des actions européennes ou des allocations globales, mais plutôt européennes. En revanche, là, on apporte un fonds où on a à peu près 30% des encours 30 à 40% sur les États-Unis, 40% sur l'Europe et le reste sur le Japon et sur l'Asie. Donc on a vraiment un fonds monde, sachant qu'à l'intérieur, dans les 50 valeurs, toutes ces valeurs réalisent une part de leur chiffre d'affaires en dehors de leur zone domestique. On a des entreprises qui vont réaliser la moitié de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, bien qu'étant européennes, ou des boîtes américaines qui réalisent 30% de leur chiffre d'affaires en Chine. Voilà. Et d'autre part, le dernier argument, la force, c'est d'avoir une équipe spécialisée sur les valeurs de l'environnement et qui, depuis une douzaine d'années maintenant, a créé un track record ou un historique de performance qui est plutôt sympathique. Très bien, merci. Le mot de la fin à Damien. Donc Damien, pour synthétiser ou pour essayer de donner envie et surtout ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conclusion et comme synthèse sur BNP Aqua dans tes allocations? Ah, c'est difficile. Le mot de la fin. Plus qu'un mot. Non, je pense que quand on fait une allocation d'actifs, il faut prendre plein de choses en considération. Il faut prendre l'objectif du placement, l'horizon de temps et l'appétence au risque du client. Il est certain que pour quelqu'un qui recherche du sens et quelqu'un qui a du temps devant lui et qui est prêt à jouer vraiment une thématique long terme, il y a la silver economy aussi dont on peut parler, mais l'eau, pour le coup, c'est une vraie problématique mondiale. Il y a des vraies entreprises qui existent depuis longtemps, il y a une vraie valeur ajoutée, et je pense très sincèrement qu'un fonds sectoriel sur le thème de l'eau
a vraiment toute sa place dans une allocation. Alors on n'est pas obligé d'en mettre 20%, bien évidemment, mais avoir 5-10% d'une thématique qui a du sens et surtout qui génère de la valeur, parce qu'on voit dans le track record, il y en a, ça a du sens dans une allocation d'actifs. Et puis en tout cas, il y a une belle histoire à raconter. Messieurs, je vous remercie de nous avoir donné ces prises de position à la fois techniques et à la fois pratiques. Et la conjugaison des deux, ça fait un bel ensemble. Merci beaucoup Merci, et à très bientôt. Merci.